Il y a des soirs qui ressemblent à tous les autres jusqu'au moment où ils basculent. Un restaurant étoilé à Lyon, deux hommes qui parlent en allemand en pensant que la femme assise en face d'eux n'entend rien. Cette femme s'appelle Claire. Elle entend chaque mot. Ce que vous allez entendre n'est pas l'histoire d'une vengeance. C'est l'histoire d'une femme qui a appris à se faire oublier pendant 10 ans et qui, un vendredi soir de novembre, a décidé de se souvenir d'elle-même. Cette histoire est une œuvre de fiction. Les personnages, les situations et les événements sont entièrement imaginaires. Claire se lève à 5h30 ce matin-là, et le premier geste qu'elle fait est de poser les pieds sur le parquet avec une lenteur extrême, les orteils d'abord, puis le talon, parce qu'elle sait exactement où le bois grince, et que réveiller Étienne avant 7h est une chose qu'elle a appris à éviter, pas par amour, plus vraiment, mais par cette économie silencieuse qui s'installe dans les couples quand on a renoncé à trop de choses et qu'on préfère encore le silence à ce qui viendrait après. Elle traverse le couloir dans le noir, pousse la porte de la cuisine, tourne le petit interrupteur de la hotte qui donne une lumière basse et jaune, remplit la cafetière en tenant le robinet à moitié pour que l'eau coule sans bruit. La tasse ébréchée sur le bord est là où elle l'a laissée la veille, seule chose dans cet appartement qu'elle a choisi sans demander l'avis de personne, et elle la prend sans y penser pendant que la machine commence à cracher son café dans le silence de la cuisine. Par la fenêtre, les toits de la Croix-Rousse dorment encore dans le bleu sombre de l'aube. Elle s'appuie contre l'évier et attend, les bras croisés. Et il y a dans ce moment quelque chose qui lui appartient encore. C'est quelques minutes avant qu'Étienne se réveille et que l'appartement redevienne ce qu'il est le reste du temps. Un endroit où elle fait attention à tout, au ton de sa voix, à la façon dont elle pose une assiette, à ce qu'elle dit et à ce qu'elle ne dit pas. Cet équilibre permanent qu'elle maintient depuis des années comme on maintient quelque chose de fragile en équilibre sans jamais oser le poser. Le café coule. Elle boit la première gorgée debout, les yeux mi-clos, et pense à Heidelberg sans l'avoir décidé. Cette image qui revient parfois le matin quand la garde est encore basse. Elle avait 24 ans, un manteau beige trop grand acheté dans une friperie de la Hauptstrasse, et elle riait dans une bibliothèque universitaire avec 3 autres étudiants autour d'une table couverte de dictionnaires. Elle avait mal employé une expression idiomatique en allemand qui signifiait quelque chose d'entièrement différent de ce qu'elle voulait dire, et il n'arrivait plus à s'arrêter, ni eux ni elle, et ce rire-là avait une qualité que le reste de sa vie n'avait plus vraiment. Retrouvé depuis, le rire de quelqu'un qui est exactement à sa place dans le monde et qui n'a aucune raison de le vérifier. Elle parlait 4 langues à l'époque, traduisait pour une petite maison d'édition de Francfort, rentrait tard dans sa chambre sous les toits, mangeait des tartines debout et était heureuse d'une façon qu'elle n'avait pas su reconnaître parce qu'on ne reconnaît jamais ce genre de bonheur qu'après coup, quand il est déjà loin. Elle repose la tasse et s'approche de la commode ancienne près de la fenêtre, ouvre le 3e tiroir, celui qu'il faut soulever légèrement pour qu'il coulisse parce qu'Étienne a dit plusieurs fois qu'il faudrait le réparer et que rien n'a jamais été fait, comme beaucoup de choses dans cet appartement. Sous une écharpe pliée, le petit carnet bleu est là, couverture cartonnée, coin usé, acheté dans une papeterie de la vieille ville de Heidelberg un matin de novembre, dans lequel elle notait des mots allemands qui lui semblaient beaux ou impossibles à traduire. Elle le prend dans ses mains sans l'ouvrir, le soupèse un moment comme on soupèse quelque chose qu'on n'est pas encore prêt à regarder, puis le remet à sa place sous l'écharpe et referme le tiroir. Dans la chambre, un craquement. Claire s'immobilise, l'oreille tendue, attendant la voix d'Étienne depuis le lit. Ce prénom dit avec ce ton particulier qu'elle reconnaît entre mille. Celui qui ne dit jamais rien d'explicite, mais qui signifie toujours la même chose depuis 10 ans. Silence. Elle relâche lentement l'air qu'elle retenait sans s'en rendre compte, rince sa tasse, la retourne sur le bord de l'évier, et reste encore un moment à regarder les rectangles jaunes qui s'allument un à un dans la façade d'en face, comme des mots dans une phrase que l'on commence enfin à comprendre. Elle avait appris à se faire oublier. Elle ne savait pas encore que c'était presque réussi. Étienne rentre à 20h ce mardi-là, et l'appartement sent le dîner qu'elle a préparé depuis 1 heure. Poulet rôti et pommes de terre, rien d'extraordinaire. Juste ce repas qu'elle fait les soirs où elle n'a pas eu l'énergie d'inventer autre chose. Il pose sa veste sur le dossier de la chaise du couloir comme il le fait toujours, cette chaise qui n'existe que pour ça, pour recevoir sa veste le soir et la rendre le matin, et il entre dans la cuisine sans dire bonjour, ouvre le réfrigérateur, sort une bière, la décapsule contre le bord du comptoir, avec ce geste qu'elle a demandé 100 fois d'arrêter parce que ça abîme le bois et qu'il a fait 100 fois quand même.
On dîne avec Werner Krause vendredi soir, 20h30, rue Mercière. Claire retourne le poulet dans le plat sans se retourner. Werner Krause est le directeur général du groupe pour lequel Étienne travaille depuis 6 ans, un homme qu'elle a croisé 2 fois lors de soirées d'entreprise, où elle a souri beaucoup et dit peu, ce qui semblait être exactement ce qu'Étienne attendait d'elle dans ces moments-là. Tu porteras la robe marine, sobre, correcte. Werner n'aime pas les femmes qui en font trop. Elle pose la cuillère en bois sur le bord du plat et se retourne. Et si je portais autre chose ? Étienne la regarde avec cet air qu'il a parfois, pas de la colère, quelque chose de plus froid, une patience légèrement lasse, celle qu'on réserve aux enfants qui posent des questions inutiles. Claire. Juste son prénom. Rien d'autre. Et dans ce prénom dit comme ça, avec cette intonation précise, il y a tout ce qu'il ne dit jamais explicitement mais qu'elle comprend depuis 10 ans, la fin de la conversation, la décision déjà prise, le territoire délimité. Elle se retourne vers le poulet. Le lendemain matin, quand Étienne part, elle attend d'entendre la porte de l'immeuble claquer en bas dans la rue, puis elle prend son téléphone et appelle Léa. Sa sœur décroche à la 2e sonnerie, légèrement essoufflée, avec ce bruit de fond caractéristique d'un couloir d'hôpital. « Je suis en pause 5 minutes, dis-moi vite. » Étienne m'emmène dîner vendredi avec son patron. Un silence court, puis la voix de Léa qui change légèrement de registre. Ce changement imperceptible que Claire reconnaît depuis l'enfance, quand sa sœur passe de la surface à quelque chose de plus attentif. Le fameux Krause ? Lui-même. Et tu es contente ? Claire regarde par la fenêtre les toits de la Croix-Rousse dans la lumière grise du matin. Elle réfléchit une seconde avant de répondre, ce qui est déjà une réponse en soi. Le restaurant est étoilé. Léa rit, ce rire court et direct qui lui ressemble. Dans ce cas, commande le plat le plus cher. Et le dessert. Et un digestif que tu détesteras mais qui coûte une fortune. Claire rit aussi, un rire bref et vrai, le genre de rire qu'elle n'entend plus souvent dans sa propre bouche. Elles parlent encore un moment, de la fille de Léa qui a eu une bonne note en histoire, d'un livre abandonné après 30 pages, et Claire sent dans ces quelques minutes quelque chose se relâcher dans ses épaules. Cette façon qu'a la voix de sa sœur de lui rappeler qu'elle existe en dehors de cet appartement, en dehors d'Étienne, en dehors de tout ce qu'elle est devenue par accumulation de petits renoncements dont aucun prix isolément ne semblait vraiment grave. Avant de raccrocher, Léa dit plus doucement « Claire, tu vas bien, toi ?»« Oui. »« Pourquoi ?»« Pour rien. Commande quand même le dessert. » Le vendredi soir, Claire s'habille dans la salle de bain parce qu'Étienne occupe la chambre, sa voix au téléphone qui filtre sous la porte pendant qu'elle enfile la robe marine, sobre et correcte, exactement celle qu'il a choisie. Elle se regarde dans le petit miroir au-dessus du lavabo, ce miroir trop petit qui ne montre que le visage et les épaules, et elle pense à cette papeterie de Heidelberg où elle achetait des carnets, à cette fille de 24 ans qui parlait 4 langues et négociait des droits de traduction au téléphone avec des éditeurs allemands et qui n'aurait pas reconnu cette femme dans ce miroir. Cette femme qui enfile une robe choisie par quelqu'un d'autre pour un dîner où on lui a demandé d'être discrète. Elle applique son rouge à lèvres, repose le tube sur le bord du lavabo. Étienne frappe à la porte sans attendre qu'elle réponde. « On part dans 5 minutes. » J'arrive. Elle entend ses pas s'éloigner dans le couloir, ce bruit familier de ses chaussures sur le parquet, et elle reste encore un moment devant le miroir, les mains posées à plat sur le bord froid du lavabo, à regarder cette femme en robe marine qui lui ressemble et qui n'est plus tout à fait elle, ou plutôt qui est devenue tellement elle au fil des années qu'elle ne sait plus très bien ce qu'il y avait avant. Elle éteint la lumière de la salle de bain et rejoint Étienne dans le couloir. Ce soir-là, pour la dernière fois, elle allait faire semblant. Le restaurant s'appelle l'Épure, et il est exactement ce qu'Étienne aime, sobre en façade, écrasant à l'intérieur, ces établissements où tout est conçu pour rappeler aux gens qu'ils ont bien fait de réussir. La salle est petite, une 20aine de couverts, lumière tamisée qui tombe sur les nappes blanches comme de la neige, cristal qui accroche les reflets, ce silence particulier des endroits chers où même les conversations semblent se tenir à voix basse par respect pour les additions. Un maître d'hôtel les accueille par leur nom et les conduit à la table du fond, celle que Werner Krause a réservée, et Werner est déjà là, debout, costume sombre, poignée de main ferme pour Étienne, regard qui glisse sur Claire comme on regarde un meuble bien choisi, fonctionnel et sans surprise. « Charmant », dit-il en français avec un accent allemand épais.
Et ce mot dit comme ça, avec ce regard, signifie exactement le contraire de ce qu'il prétend. Il s'assoit. Claire prend la carte que le serveur lui tend et la parcourt sans vraiment lire. Ses yeux glissent sur les noms des plats, bar en croûte d'herbe, riz de veau aux morilles, soufflé au grand marnier, pendant qu'Étienne et Werner parlent déjà affaires, contrats, projections, un vocabulaire dense et rapide qu'elle connaît par cœur pour l'avoir entendu des centaines de fois. Elle commande le bar, elle commande un verre de chablis. Elle pose ses mains sur ses genoux et sourit quand Werner dit quelque chose qui fait rire Étienne. Le dîner commence. Pendant 3/4 d'heure, tout se passe en français. Des phrases convenues, quelques questions polies adressées à Claire sur Lyon, sur ses occupations, des questions qui n'attendent pas vraiment de réponse et auxquelles elle répond brièvement, agréablement, exactement comme Étienne le lui a demandé. Werner mange avec cette précision d'homme habitué au bon restaurant, couteaux et fourchettes qui ne font aucun bruit, vin bu par petites gorgées mesurées, et il regarde Étienne avec cette attention particulière des gens qui évaluent en permanence, qui pèsent des calculs même dans les moments qui ressemblent à du plaisir. Puis Werner pose sa fourchette, s'essuie la bouche avec la serviette en lin, et dit quelque chose à Étienne en allemand. Claire lève les yeux de son assiette. C'est une remarque sur un dossier, une question sur un chiffre, et Étienne répond en allemand aussi, naturellement, sans transition, comme si elle n'était plus là, et la conversation continue, fluide et rapide, et Claire repose sa fourchette sur le bord de l'assiette et prend son verre de chablis et écoute. Elle comprend chaque mot. Werner dit qu'Étienne a bien géré la situation avec les partenaires de Düsseldorf, qu'il y a un poste à Francfort qui pourrait lui convenir si les résultats confirment la tendance. Étienne remercie avec cette modestie calculée qu'il déploie face aux supérieurs, juste assez humble pour paraître sincère. Puis Werner fait un geste vague dans la direction de Claire sans la regarder. « Et elle sait pour Francfort ?»« Non, dit Étienne, et je ne lui dirai pas avant que ce soit signé. Elle suivra. Elle suit toujours. » Werner hoche la tête. « Elle a l'air docile. »« Elle l'est, dit Étienne. C'est pour ça que je l'ai choisie. J'avais besoin de quelqu'un qui ne complique pas les choses. Quelqu'un qui reste à sa place. Elle avait ce profil-là quand je l'ai rencontrée, un peu perdue, un peu trop idéaliste, ce genre de femme qu'on convainc facilement si on sait comment s'y prendre. Ça n'a pas été difficile. Claire tient son verre, et le vin est froid, et elle sent le cristal entre ses doigts, et elle entend ces mots avec cette clarté particulière, des choses que l'on ne peut plus ne pas avoir entendues. Elle n'avait pas une carrière ? Dit Werner. Je me souviens que tu m'avais dit quelque chose. Elle traduisait des livres, dit Étienne avec un sourire. Des livres ? Je lui ai fait comprendre progressivement que ce n'était pas réaliste, que nos revenus n'en avaient pas besoin, que je préférais qu'elle soit disponible. Elle a abandonné sans trop résister, comme tout le reste. Werner rit. Tu es méthodique. Il le faut, dit Étienne. Une femme qui a ses propres ambitions, ses propres revenus, ses propres certitudes, c'est une femme qui pose des questions, qui compare, qui finit par partir. Moi, j'avais besoin de stabilité. Alors j'ai construit ça. Ça prend du temps, mais c'est solide. Elle ne partirait pas. Elle ne sait plus comment. Il dit ça sans cruauté particulière, avec le ton de quelqu'un qui expose une stratégie professionnelle qui a fonctionné, et c'est peut-être ça le pire. Cette absence totale de culpabilité, cette façon de parler d'elle comme on parle d'un investissement bien géré. Et l'allemand ? Dit Werner en riant légèrement. Elle ne comprend vraiment rien ? Rien du tout, dit Étienne. Elle a fait un peu d'anglais au lycée. C'est tout. Il prend son verre de Bordeaux et boit une gorgée, et son regard traverse la table et passe sur Claire sans s'arrêter. Ce regard qui ne la voit plus depuis longtemps. Et il dit encore quelque chose à Werner sur le poste de Francfort. Les conditions, le calendrier. Et Werner répond, et il continue. Et la conversation roule entre eux comme si la femme assise à cette table n'était qu'un élément de décor supplémentaire. La nappe blanche, le cristal, la bougie qui brûle au centre de la table. Claire pose son verre sur la nappe. Lentement. Sans bruit. Elle regarde Étienne qui parle, ce visage qu'elle connaît depuis 10 ans, et elle voit cet homme tel qu'il est, tel qu'il a toujours été, sans la couche de 10 années qui adoucit les contours et efface les détails. Juste cet homme qui a construit méthodiquement, patiemment, consciemment, la disparition de la femme qu'elle était. Elle pose sa serviette sur la nappe. Elle se lève. Claire se lève et le mouvement est si calme, si mesuré,
que ni Étienne ni Werner ne réagissent immédiatement, comme si le cerveau refusait d'abord d'enregistrer quelque chose qui ne correspond à aucun scénario prévu. Une femme qui pose sa serviette sur la nappe blanche, avec le soin de quelqu'un qui range ce dont elle n'aura plus besoin, qui repousse sa chaise sans bruit, qui se lève dans ce restaurant étoilé avec cette lenteur particulière des gens qui ont pris une décision et qui n'ont plus. Aucune raison de se presser. Étienne lève les yeux. Claire ? Elle ne répond pas. Elle reste debout un moment, les mains le long du corps, et elle regarde la table, la nappe blanche, les verres à moitié pleins, les assiettes avec les restes du bar en croûte d'herbe, la bougie qui brûle au centre, tout cet apparat soigneusement choisi pour impressionner, pour signifier quelque chose sur la réussite et le rang et l'importance des hommes qui s'assoient à ces tables. Et elle pense que cela ne lui a jamais semblé aussi vide qu'en ce moment précis. Werner l'observe avec cet air légèrement intrigué de quelqu'un qui assiste à quelque chose d'inattendu et qui n'a pas encore décidé si c'est agaçant ou divertissant. Alors Claire parle. Elle parle en allemand. Elle parle avec cet accent qu'elle a mis des années à perfectionner dans une chambre sous les toits de Heidelberg. Cet allemand dense et précis qu'elle aimait parce qu'il donnait l'impression de tenir les mots comme des objets solides. Et sa voix est parfaitement calme, sans tremblement, sans colère apparente, le ton de quelqu'un qui dit une vérité simple et définitive. Elle dit à Werner qu'elle a compris chaque mot de ce qu'ils ont dit depuis le moment où ils ont changé de langue, chaque mot sur sa docilité, sur sa carrière abandonnée, sur la façon dont Étienne l'a choisie précisément parce qu'elle était facile à convaincre et facile à faire disparaître, chaque mot sur Francfort et sur le fait qu'elle suivrait parce qu'elle ne sait plus comment faire autrement, chaque mot sur cette stratégie patiente et méthodique qu'Étienne a présentée ce soir comme un succès de gestion dont il pouvait être fier. Elle dit tout cela avec une précision parfaite, sans élever la voix, sans que ses mains tremblent, et elle voit sur le visage de Werner quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu ce soir. Ce silence particulier de quelqu'un qui vient de commettre une erreur de calcul sérieuse et qui le réalise trop tard pour changer quoi que ce soit. Puis, elle se tourne vers Étienne. Étienne qui a posé son verre. Étienne dont le visage a perdu cette assurance tranquille qu'il portait depuis le début du dîner. Cette certitude d'homme qui contrôle les paramètres de la situation et qui la regarde maintenant avec quelque chose qu'elle ne lui avait jamais vu, pas de la honte encore, quelque chose d'antérieur à la honte, la stupeur de quelqu'un dont le monde vient de changer de nature en l'espace de 30 secondes. Elle le regarde pendant 3 secondes. 3 secondes exactement. Elle compte sans le décider. Et dans ces 3 secondes, elle voit cet homme tel qu'il est, sans les 10 années qui adoucissent les contours, sans l'habitude qui transforme les choses insupportables en choses normales à force de répétition, juste cet homme assis dans ce restaurant étoilé avec sa stratégie et ses calculs et ses certitudes, et elle comprend qu'elle n'a plus rien à lui dire qu'elle n'ait déjà dit en allemand devant Werner Krause. Elle prend son sac à main sur le dossier de sa chaise. Elle marche vers la sortie. Le maître d'hôtel près de la porte s'écarte avec cette discrétion professionnelle des gens formés à ne jamais montrer qu'ils ont entendu quoi que ce soit. Et Claire traverse la salle sans regarder les autres tables, sans regarder derrière elle, et elle pousse la porte du restaurant et l'air de novembre entre sur son visage, froid et net, et l'odeur de Lyon la nuit, le bitume mouillé, une boulangerie quelque part qui chauffe déjà pour le lendemain matin, et elle s'arrête une seconde sur le trottoir de la rue Mercière sous les lumières dorées des réverbères, et elle respire cet air froid à plein poumon comme quelqu'un qui remonte à la surface après avoir été trop longtemps sous l'eau. Derrière elle, la porte du restaurant reste fermée. Personne ne la suit. Elle marche jusqu'à l'arrêt de tramway au bout de la rue, son sac contre l'épaule, ses talons sur les pavés, et le tramway arrive 2 minutes plus tard dans un bruit de ferraille familier, porte qui s'ouvre, lumière jaune à l'intérieur, des gens assis qui regardent leur téléphone ou regardent par la fenêtre dans le noir, et Claire monte et prend une place près de la vitre, et le tramway repart, et les lumières de Lyon défilent derrière le verre. Et quelque part dans sa poitrine, quelque chose qui avait été serré depuis très longtemps commence à se desserrer. Pas encore de la joie, pas encore de la douleur, quelque chose d'antérieur aux deux, cette sensation étrange et presque physique d'avoir retrouvé les contours de quelque chose que l'on avait cru perdu pour toujours. Elle n'avait pas pleuré. Elle ne pleurerait pas ce soir. Ce soir, elle était simplement Claire, dans un tramway qui traversait Lyon dans le noir, et c'était suffisant. L'appartement de Léa sent la lessive et le thym,
Cette odeur particulière des espaces habités par quelqu'un qui vit seul et qui a appris à rendre les petites choses agréables parce que personne d'autre ne le fera. Claire arrive à 23 heures passées avec son sac à main et rien d'autre. Elle sonne 2 fois et Léa ouvre en pyjama avec les cheveux défaits et les yeux pas encore tout à fait réveillés. Et elle regarde sa sœur une seconde sur le seuil sans dire un mot, puis s'écarte pour la laisser entrer. « Je fais du thé », dit Léa. « Ce n'est pas une question. » Claire pose son sac sur la chaise de l'entrée et enlève ses talons qu'Étienne préférait, sobres et corrects, et elle les pose contre le mur et reste debout en chaussettes sur le parquet de Léa, et quelque chose dans cette texture différente sous ses pieds, ce parquet qui n'est pas le sien et qui n'est pas le leur, lui fait monter quelque chose dans la gorge qu'elle ravale aussitôt parce qu'elle n'est pas venue ici pour s'effondrer. La cuisine de Léa est petite, une fenêtre sur une cour intérieure, une table ronde avec 2 chaises, des plantes sur le rebord qui débordent de leur peau. Léa remplit la bouilloire, sort 2 tasses, et Claire s'assoit et pose ses mains à plat sur la toile cirée à carreaux bleus et blancs, et regarde ses mains qui n'ont pas tremblé ce soir dans le restaurant, qui ont posé la serviette et pris le sac et marché vers la sortie. Léa pose les tasses sur la table et s'assoit en face. « Tu veux me raconter ?»« Il parlait de moi en allemand avec son patron, » dit Claire. « Il pensait que je ne comprenais pas. » Léa ne dit rien pendant un moment, ses 2 mains autour de sa tasse, les yeux sur sa sœur. « Et tu comprends ?»« Couramment. Depuis Heidelberg. » Un silence. Puis Léa dit avec cette voix plate qu'elle a chose la révolte vraiment, qu'il m'avait choisi parce que c'était facile à convaincre. Qu'il avait construit ma dépendance méthodiquement. Qu'il m'avait fait abandonner mon travail délibérément. Il appelait ça une stratégie. Léa pose sa tasse sur la table. « Et qu'est-ce que tu as fait ?» Je me suis levée. Je lui ai répété en allemand exactement ce qu'il venait de dire, devant Croze. Puis je suis partie. Léa la regarde encore un moment, puis quelque chose dans son visage change, pas de la pitié, quelque chose de plus solide que ça. « Bien, » dit-elle simplement. Elles finissent leur thé sans parler davantage, et c'est exactement ce dont Claire avait besoin. Pas de commentaires, pas d'analyse, juste cette présence en face d'elle dans cette petite cuisine qui sent le thym, cette sœur qui comprend sans qu'on lui explique tout. Léa lui prépare le canapé avec des draps qui sentent la lavande, une couverture épaisse, et elle dit « bonne nuit » sans ajouter autre chose. Claire reste allongée dans le noir, mais elle ne cherche pas le sommeil. Elle laisse sa tête travailler parce que sa tête a des choses à régler, et autant les régler maintenant. Elle pense à l'appartement de la Croix-Rousse, aux affaires qu'il faudra récupérer, au carnet bleu dans le tiroir de la commode sous l'écharpe pliée, aux papiers qu'il faudra rassembler, au compte bancaire commun qu'il faudra séparer, à l'avocate dont Léa lui a parlé il y a 2 ans lors d'un dîner et dont elle avait noté le nom dans son téléphone sans savoir pourquoi, comme on note quelque chose par précaution, parce qu'une partie d'elle savait déjà peut-être, une partie d'elle qui voyait ce que l'autre refusait encore de regarder en face. Elle prend son téléphone sur la table basse et cherche le nom dans ses contacts. Maître Aurélie Bonnard. Le numéro est là, enregistré depuis 2 ans. Elle ne l'appelle pas cette nuit, il est 3 heures du matin, mais elle pose le téléphone sur sa poitrine et regarde le plafond de l'appartement de Léa, et elle sait qu'elle l'appellera demain matin à 9 heures, que ce sera la première chose qu'elle fera, avant le café, avant tout le reste. Ce n'est pas de la colère qui la tient éveillée, c'est quelque chose de plus utile que la colère, cette clarté froide et précise de quelqu'un qui vient de voir les choses telles qu'elles sont et qui sait maintenant exactement ce qu'il reste à faire. Vers 4 heures du matin, elle se lève sans bruit, va dans la cuisine boire un verre d'eau et reste debout dans le noir à regarder la cour intérieure par la fenêtre, le réverbère dont la lumière jaune tache le bitume mouillé. Elle pense au manuscrit allemand qu'une petite maison d'édition lyonnaise lui avait proposé il y a 6 mois et qu'elle avait refusé parce qu'Étienne avait dit que ce n'était pas le moment, que leurs emplois du temps ne le permettaient pas, que ce serait source de complications inutiles, et elle pense que maintenant c'est le moment, que les emplois du temps vont changer, que les complications inutiles sont derrière elle. Elle retourne s'allonger sur le canapé. Le ciel commence à pâlir derrière les rideaux de Léa quand elle finit par fermer les yeux, et la dernière pensée qu'elle a avant de dormir est pour le carnet bleu dans le tiroir de la commode de la Croix-Rousse. Et elle pense qu'elle ira le chercher demain, que ce sera la 2e chose qu'elle fera après avoir appelé Maître Bonnard, parce que ce carnet lui appartient et qu'il est temps de reprendre ce qui lui appartient. Maître Bonnard reçoit Claire le lundi matin à 9 heures dans un cabinet du 2e arrondissement, 3e étage sans ascenseur,
une plaque en laiton sur la porte et une secrétaire qui lui propose un café qu'elle accepte parce qu'elle n'a pas vraiment dormi depuis vendredi soir et que le café est la seule chose qui maintient un semblant d'ordre dans ses journées depuis que tout le reste a basculé. Le bureau est petit, encombré de dossiers, une fenêtre qui donne sur une cour pavée, et Maître Bonnard est une femme de 50 ans avec des lunettes à monture épaisse et une façon de poser les questions qui n'admet pas les réponses vagues. Elle écoute Claire pendant 20 minutes sans l'interrompre, prend des notes sur un bloc jaune, et quand Claire a fini, elle pose son stylo et dit ce qu'il en est, sans ménagement, mais sans cruauté, les droits, les délais, le patrimoine commun, l'appartement de la Croix-Rousse qui est au nom d'Étienne seul parce que Claire avait signé ce qu'il lui avait demandé de signer sans lire entièrement, ce genre de détails qui semblaient mineurs à l'époque et qui ne l'est plus du tout maintenant. « Vous avez des revenus propres ?» demande Maître Bonnard. « Pas depuis 8 ans. J'étais traductrice littéraire. J'ai arrêté progressivement. »« Vous pouvez reprendre ?» Claire pense au manuscrit allemand, à la maison d'édition lyonnaise, au mail qu'elle a envoyé vendredi matin depuis la cuisine de Léa, avant même de boire son café. « Je reprends, » dit-elle. Maître Bonnard hoche la tête et note quelque chose sur son bloc. « Bien, c'est la première chose à faire. Ne contactez pas votre mari sans me consulter d'abord. » Claire sort du cabinet à 10h30 et marche jusqu'à l'arrêt de tramway dans l'air froid de novembre. Et elle sent dans sa poitrine ce mélange particulier de peur et de résolution, cette façon qu'ont les décisions irréversibles de peser et de soulager en même temps. Elle entre dans l'appartement de la Croix-Rousse quand elle sait qu'Étienne est au bureau, sort la valise du dessus de l'armoire, prend ses affaires avec méthode, ses vêtements, ses livres, ses papiers, son passeport, et elle ouvre le 3e tiroir de la commode ancienne et prend le carnet bleu sous l'écharpe pliée et le met directement dans son sac, contre elle. Et elle referme le tiroir pour la dernière fois. Elle est dans le tramway qui redescend vers Grenoble quand son téléphone sonne. Étienne. Elle regarde l'écran pendant 3 sonneries, puis répond parce que Maître Bonnard lui a dit de ne pas le contacter, pas qu'elle ne pouvait pas répondre, et il y a une différence. « Où es-tu » dit Étienne. Sa voix est calme. Trop calme, avec cette tension en dessous que Claire reconnaît entre mille, la voix qu'il a quand quelque chose lui échappe et qu'il s'efforce de ne pas le montrer. « Dans le tramway » dit Claire. « Il faut qu'on parle. » Ce qui s'est passé vendredi était disproportionné. Tu as réagi de façon émotionnelle et tu as mis dans une situation impossible devant Werner. Je suis prêt à en discuter calmement si tu rentres ce soir. Claire regarde par la vitre du tramway les façades qui défilent, une boulangerie, un pressing, une école primaire avec des dessins collés aux fenêtres. « Je ne rentre pas ce soir, » dit-elle. Un silence court, puis la voix d'Étienne qui change légèrement de registre, ce glissement imperceptible vers quelque chose de plus dur sous le calme de surface. « Claire, tu n'as nulle part où aller. Tu n'as pas de revenus. Tu n'as pas de contrat de travail depuis 8 ans. Tu vas arrêter ce jeu et rentrer à la maison, et on va régler ça comme des adultes. »« J'ai appelé Maître Bonnard ce matin, » dit Claire. « Tu recevras un courrier dans les prochains jours. » Le silence cette fois est plus long. « Tu as fait ça, » dit Étienne, et dans sa voix il n'y a plus de calme, juste cette incrédulité froide de quelqu'un dont les calculs viennent de tomber juste, qui pensait contrôler les paramètres de la situation et qui réalise qu'il ne les contrôle plus du tout. « Oui, » dit Claire. Elle raccroche. Le tramway s'arrête à une station. Des gens montent, des gens descendent, et Claire pose le téléphone sur ses genoux et regarde ses mains, et elle ne tremble pas plus que vendredi soir dans le restaurant. Et elle comprend que ce calme n'est pas de l'insensibilité, c'est autre chose, cette clarté particulière qui vient quand on a cessé d'avoir peur de quelqu'un et qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'on ressent à la place, mais qu'on sait que c'est mieux. Étienne rappelle 2 fois. Elle ne répond pas. Le soir, dans la cuisine de Léa, elle ouvre le manuscrit que la maison d'édition lui a envoyé par mail, 320 pages d'un roman autrichien contemporain, et elle commence à lire avec un carnet et un stylo à côté d'elle, et l'allemand revient comme il est toujours revenu, naturellement, comme une langue que le corps n'oublie pas même quand on ne l'a pas parlé depuis des années. Elle lit pendant 2 heures, et à un moment elle tombe sur une phrase qui parle de quelqu'un qui a perdu le fil de lui-même, et qui le cherche dans les mots des autres, et elle relit cette phrase 2 fois, puis elle ouvre le carnet bleu pour la première fois depuis des années et la recopie à l'intérieur, en allemand d'abord, puis en français en dessous, et cette traduction qui n'est jamais tout à fait la même chose que l'original lui prend 20 minutes parce qu'elle cherche le mot exact, celui
qui approche au plus près ce que la phrase allemande essaie de dire, et quand elle le trouve, elle le pose sur le papier et reste un moment à regarder ce qu'elle vient d'écrire. Léa passe la tête dans l'embrasure de la porte. « Tu manges quelque chose ?»« Oui, » dit Claire sans lever les yeux du carnet. Léa sourit et disparaît, et Claire reprend le stylo et continue. Et dehors, la nuit est tombée sur Grenoble, et quelque chose dans cette image, cette femme seule à une table avec des mots à traduire et un carnet où elle recommence à écrire, lui ressemble davantage que tout ce qu'elle a été ces 10 dernières années. Elle ne s'arrête pas avant minuit. C'est un mercredi matin, 10 jours après le dîner, et Claire est à la table de la cuisine de Léa avec le manuscrit autrichien ouvert devant elle et le carnet bleu à côté, et une tasse de café qui refroidit quand le téléphone sonne avec un numéro qu'elle ne reconnaît pas, préfixe parisien, et elle hésite une seconde puis répond, parce que Maître Bonnard lui a dit de répondre au numéro inconnu dans cette période. On ne sait jamais ce que l'autre côté prépare, et il vaut mieux savoir. « Madame Fontaine ?» dit une voix d'homme avec un accent allemand. Claire pose son stylo. « C'est Werner Krause. » Le silence qui suit dure peut-être 3 secondes, et dans ces 3 secondes, Claire pense à plusieurs choses en même temps. À ce visage dans le restaurant qui avait regardé sur elle, comme sur un meuble bien choisi, à ces mots dits en allemand, avec la tranquillité de quelqu'un qui ne risque rien, à cette façon qu'il avait eue de rire à ce qu'Étienne disait sur elle. Et elle pense aussi à Maître Bonnard, qui lui a dit de ne pas réagir à chaud, d'écouter avant de parler. « Je vous écoute », dit-elle. Werner Krause parle pendant 2 minutes sans s'arrêter, et ce qu'il dit ne ressemble à rien de ce qu'elle avait anticipé. Il dit qu'il n'a pas dormi depuis le dîner de vendredi. Il dit que ce qu'elle a fait ce soir-là, se lever et parler en allemand parfait avec ce calme, lui a rappelé quelque chose qu'il avait oublié, que les gens qu'on sous-estime ont toujours une longueur d'avance sur ceux qui les sous-estiment. Il dit qu'il dirige une maison d'édition internationale basée à Paris, une structure qui traduit des auteurs germaniques vers le français et d'autres langues européennes, et qu'il cherche depuis 6 mois une directrice éditoriale qui maîtrise l'allemand couramment, qui comprend la littérature, qui sait ce que traduire veut vraiment dire. « J'ai pensé à vous immédiatement, » dit-il. « Je sais que c'est une situation particulière. Je comprends si vous raccrochez. » Claire ne raccroche pas. Elle dit qu'elle a besoin de réfléchir, et elle raccroche quand même, mais pas avec colère, avec méthode, parce qu'elle ne prend plus de décision dans l'urgence et que celle-là mérite autre chose que 30 secondes de réaction à chaud. Le soir, elle en parle à Léa. Léa écoute sans l'interrompre, les coudes sur la table, sa tasse de tisane entre les mains, et quand Claire a fini, elle reste silencieuse un moment puis dit ce qu'elle pense avec cette franchise directe qui a toujours été la sienne. « L'homme qui a ri pendant qu'Étienne te démolissait en allemand t'offre un poste. »« Oui. »« Et tu envisages d'accepter ?»« J'envisage, » dit Claire. « Ce n'est pas la même chose. » Léa pose sa tasse sur la table. « Qu'est-ce qui te retient ?»« Le fait que ce soit lui. »« Et qu'est-ce qui t'attire ?» Claire regarde le manuscrit autrichien posé sur le bord de la table, les pages annotées au stylo, les mots dans la marge, les traductions provisoires qu'elle a griffonnées en cherchant le mot exact, et elle pense à cette maison d'édition lyonnaise qui lui a proposé ce roman pour 3 fois rien parce qu'elle n'a pas de contrat depuis 8 ans et pas de réputation récente, et elle pense à ce que Werner Krause a dit, directrice éditoriale, et elle comprend que ce qu'il propose n'est pas une faveur, c'est une reconnaissance, et la différence entre les deux est immense. « Le travail, » dit-elle. « Uniquement le travail. » Léa la regarde encore un moment. « Alors accepte pour le travail. Pas pour lui. Pas contre Étienne. Pour toi. » Claire rappelle Werner Krause le jeudi matin à 9 heures précises, depuis le petit bureau que Léa lui a aménagé dans le coin de la chambre d'amis, avec une planche posée sur 2 tréteaux et une lampe récupérée dans le couloir, et elle pose ses conditions, un contrat à durée indéterminée, un salaire qu'elle a calculé la veille avec Maître Bonnard, une période d'essai de 3 mois pendant laquelle elle garde la liberté de partir si quelque chose ne lui convient pas. Werner écoute sans l'interrompre et dit oui à tout, et dans ce oui dit comme ça, sans négociation, sans tentative de rééquilibrer les termes, Claire entend quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps, le son de quelqu'un qui la prend au sérieux. Elle signe le contrat le vendredi suivant dans les bureaux parisiens de la maison d'édition, une salle de réunion avec une vue sur les toits de Paris, et elle signe avec son propre stylo, celui qu'elle a acheté à Grenoble dans une papeterie la semaine précédente, pas celui qu'Étienne lui avait offert pour leur anniversaire il y a 3 ans.
Celui-là, elle l'a laissé sur le bureau de la Croix-Rousse quand elle est venue chercher ses affaires. Dans le tramway qui la ramène chez Léa ce soir-là, elle ouvre le carnet bleu et écrit une seule phrase. La date et ses mots en français et en allemand côte à côte, comme elle le faisait à Heidelberg quand elle trouvait quelque chose qui méritait d'être gardé. Elle referme le carnet et regarde les lumières de la ville défiler par la vitre. Pour la première fois depuis 10 ans, ce qui l'attendait demain matin lui appartenait. Alexandre travaille au 3e étage de la maison d'édition, dans un bureau si petit qu'il a posé ses livres par terre en piles qui montent jusqu'à hauteur de genoux. Et la première fois que Claire pousse sa porte pour lui remettre un document, il lève les yeux de son écran et dit bonjour avec cet accent qu'elle ne reconnaît pas immédiatement, quelque chose d'est-européen, des consonnes qui roulent légèrement, et il sourit d'une façon brève et retourne à son écran sans ajouter autre chose. Qui lui convient parfaitement parce qu'elle n'est pas venue à Paris pour faire connaissance avec qui que ce soit. Les premières semaines, elle apprend les rouages de la maison, les auteurs du catalogue, les partenaires étrangers, les délais de traduction, et elle travaille tard le soir dans son bureau avec le manuscrit autrichien qu'elle a fini de traduire et qu'elle a proposé comme premier projet, et Werner a dit oui sans hésiter. Et cette façon qu'il a de lui faire confiance professionnellement sans jamais déborder sur autre chose est exactement ce dont elle avait besoin. Cet espace propre où elle peut exister par son travail et rien d'autre. Alexandre passe devant sa porte le matin avec 2 cafés et en pose un sur son bureau sans frapper, sans demander. Et la 3e fois qu'il fait ça, elle lève les yeux et dit merci. Et il dit de rien et continue son chemin. Et c'est tout. Pas de conversation, pas d'intention visible. Juste ce geste simple d'un homme qui a remarqué qu'elle travaillait avant tout le monde et qui a décidé d'y répondre de la seule façon qui ne coûte rien à personne. Un soir de décembre, ils se retrouvent tous les deux dans la salle de réunion vide, après que tout le monde est parti, lui avec un manuscrit bulgare qu'il traduit vers le français, elle avec les épreuves du roman autrichien, et ils travaillent en silence pendant 2 heures de chaque côté de la grande table. Et ce silence-là n'a pas la qualité du silence de la Croix-Rousse. Il n'est pas chargé. Il ne demande rien. Il est juste habitable. Et Claire le remarque sans rien dire. Alexandre lève les yeux de son manuscrit. Il y a une expression ici que je n'arrive pas à rendre en français. En bulgare, ça dit quelque chose comme l'endroit dans le corps où on range ce qu'on ne peut pas dire. Vous avez ça en allemand ? Claire réfléchit une seconde. Kummerspeck, dit-elle. Littéralement, c'est le lard du chagrin. La graisse qu'on prend quand on mange sa tristesse. Alexandre la regarde avec cet air de quelqu'un qui vient de trouver exactement ce qu'il cherchait. C'est parfait, dit-il. Mais je ne peux pas mettre ça dans le texte. Non, dit Claire. Mais maintenant, vous savez que ça existe. Il sourit, un sourire vrai, pas de politesse, et retourne à son manuscrit, et Claire retourne aux siennes, et quelque chose dans cet échange si petit, ce mot partagé sur le chagrin qu'on avale et la graisse qu'il laisse, reste dans l'air de la salle de réunion longtemps après qu'ils ont éteint la lumière et fermé la porte. Ils déjeunent ensemble 2 ou 3 fois par semaine, pas par arrangement, juste parce qu'ils sortent du bureau à la même heure, et qu'il y a une brasserie au coin de la rue qui fait une soupe correcte et que personne n'a besoin de proposer quoi que ce soit, les choses se font d'elles-mêmes avec cette facilité des gens qui n'attendent rien l'un de l'autre. Alexandre parle peu de lui. Elle parle peu d'elle. Il parle des livres qu'ils traduisent, des mots intraduisibles, des auteurs qui écrivent des choses impossibles à rendre dans une autre langue, et ces conversations-là ont une qualité que Claire n'avait pas connue depuis longtemps, cette façon d'exister dans un échange sans avoir à surveiller ce qu'elle dit, ni à mesurer l'effet de ses mots sur quelqu'un. Un jour de janvier, il lui demande ce qu'elle pense d'une phrase du manuscrit bulgare qu'il lui tend sur une feuille, et elle la lit et lui dit ce qu'elle pense. Vraiment, avec cette précision qu'elle a quand les mots l'intéressent, et il l'écoute jusqu'au bout sans l'interrompre, et quand elle a fini, il dit qu'elle a raison et note quelque chose dans la marge, et Claire réalise en rentrant ce soir-là dans son studio du 11e arrondissement qu'elle loue depuis 3 semaines que c'est là. Première fois depuis très longtemps que quelqu'un lui a demandé ce qu'elle pensait et a attendu la réponse. Elle pose son manteau sur la chaise et reste debout dans son petit appartement, les mains dans les poches, et elle pense à Alexandre avec cette prudence particulière de quelqu'un qui a appris à ne plus se fier à ses propres élans, et elle pense aussi que la prudence a ses limites, qu'on ne peut pas vivre indéfiniment derrière ses propres murs, et que certaines choses méritent qu'on leur laisse la place de se faire même quand on a peur. Elle ne décide rien ce soir-là. Mais elle ne ferme plus la porte non plus. C'est un samedi de mars,
Et Claire est à Lyon pour la première fois depuis 4 mois. Elle a pris le TGV le matin avec le manuscrit autrichien en épreuve finale dans son sac et le carnet bleu à côté. Elle va déjeuner avec Léa, et elle marche dans les rues de la Croix-Rousse, avec ce sentiment particulier de quelqu'un qui revient dans un endroit qui lui appartient encore un peu, sans lui appartenir tout à fait. Ces façades qu'elle connaît par cœur, ces pavés sous ses chaussures, ce ciel de mars, au-dessus des toits qui a cette lumière froide et propre qu'elle a toujours aimée. Elle tourne au coin de la rue Burdeau, et elle le voit. Étienne est là, appuyé contre le mur d'en face, les mains dans les poches de son manteau sombre, et il la regarde venir avec cet air qu'elle ne lui connaissait pas, quelque chose de défait sous la surface, quelque chose qui ne ressemble pas à l'homme du restaurant rue Mercière qui parlait de stratégie et de gestion avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui contrôle ses paramètres. Il a maigri peut-être, ou c'est juste cette façon qu'il a de se tenir qui a changé, cette assurance qui était comme une armure et qui semble s'être fissurée quelque part. Claire s'arrête à 2 mètres de lui. Elle ne recule pas. « Je savais que tu viendrais voir Léa ce week-end, » dit-il. Elle me l'a dit sans le vouloir. « Qu'est-ce que tu veux, Étienne ?» Il sort les mains de ses poches et les regarde une seconde comme s'il ne savait pas quoi en faire, et ce geste-là, ce geste si peu dans sa nature, dit déjà quelque chose sur ce que 4 mois ont fait de cet homme. « Werner m'a mis en disponibilité forcée après le dîner, » dit-il. « Le poste de Francfort n'existe plus pour moi. Il y a eu des discussions au conseil d'administration sur ma façon de gérer certaines choses. Des gens qui avaient des choses à dire ont commencé à les dire. » Claire l'écoute sans répondre. « J'ai perdu 2 clients importants le mois dernier. Des gens qui connaissaient Werner, des gens qui parlent. La réputation dans ce milieu, tu sais comment ça marche. Une chose en entraîne une autre et après tu passes tes journées à éteindre des incendies que tu n'as pas vu venir. » Il s'arrête. Il regarde quelque chose au-dessus de l'épaule de Claire. Les toits, le ciel, cet horizon qu'on fixe quand on ne sait pas comment regarder quelqu'un en face. « Je voulais te dire que j'avais tort, » dit-il enfin. « Ce que j'ai dit ce soir-là, la façon dont j'ai parlé de toi, tout ça. » La rue est calme autour d'eux, un samedi matin de mars avec quelques passants, une femme qui promène un chien, un vélo qui passe, la vie ordinaire d'un quartier qui continue sans se soucier de ce qui se passe entre ces 2 personnes sur le trottoir. « Je sais que tu avais tort, » dit Claire. « Je voulais que tu l'entendes de moi. »« Je l'entends. » Étienne la regarde enfin, vraiment. Et dans ce regard, il y a quelque chose qu'elle ne lui avait pas vu depuis très longtemps, peut-être depuis le début, cette vulnérabilité de quelqu'un qui n'a plus de stratégie, qui n'a plus de calcul, qui est juste là, démuni, avec ses mains sorties de ses poches et rien d'autre. « Est-ce qu'il y a une façon de... » dit-il, et il ne finit pas sa phrase. « Non, » dit Claire, « il n'y a pas de façon. » Il hoche la tête lentement, comme quelqu'un qui savait la réponse avant de poser la question et qui avait besoin de l'entendre quand même. « Tu vas bien ?» dit-il. Et dans cette question si simple, il y a quelque chose qui ressemble à de la sincérité, peut-être la première depuis longtemps, ou peut-être qu'elle ne peut plus vraiment faire la différence et que ça n'a plus d'importance. « Oui, » dit Claire. « Je vais bien. » Elle dit ça sans hésitation, et c'est vrai. C'est la chose la plus vraie qu'elle lui ait dite depuis des années. Et elle pense en le disant à son studio du 11e arrondissement, avec les livres qu'elle a commencé à poser sur les étagères, au bureau de la maison d'édition avec le manuscrit autrichien qui va paraître au printemps et son nom dessus comme traductrice, à Alexandre qui lui a envoyé un message ce matin avec une expression bulgare intraduisible qu'il avait trouvée et qu'il voulait lui faire connaître parce qu'il savait qu'elle aimerait ça, à Léa qui l'attend pour déjeuner avec cette soupe qu'elle fait les samedis d'hiver et qui est la meilleure chose du monde. « J'espère que tu apprendras à écouter, » dit Claire. Pas comme une condamnation, pas comme une revanche, juste comme une vérité qu'elle pose entre eux sur le trottoir de la rue Burdeau, quelque chose qu'il pourra prendre ou laisser, c'est son affaire désormais, plus la sienne. Elle remet son sac sur l'épaule et elle repart dans la direction de chez Léa, ses pas sur les pavés de la Croix-Rousse, le ciel de mars au-dessus des toits, et elle n'a pas besoin de se retourner pour savoir qu'Étienne est encore là sur le trottoir à la regarder partir, et cette fois il n'y a personne pour le suivre, pas de tramway à prendre, pas de restaurant à fuir, juste cette rue et ce ciel et ce quartier qui lui appartient un peu encore. Chez Léa, la table est émise, la soupe fume sur le feu, et il y a de la lumière dans toutes les pièces parce que Léa allume toujours toutes les lumières le samedi matin, elle a toujours fait ça, depuis l'enfance,
et Claire pose son sac sur la chaise de l'entrée et sort le carnet bleu et le pose ouvert sur la table de la cuisine, à côté des épreuves du manuscrit, et elle reste un moment debout à regarder ces deux choses côte à côte, le roman qu'elle a traduit et le carnet où elle a recommencé, à écrire des mots qui lui semblaient de beaux ou impossibles à rendre, et quelque chose dans cette image lui ressemble tellement qu'elle n'a pas les mots pour le dire, ou plutôt si, elle les a toujours eus, c'est juste qu'elle avait oublié pendant un moment qu'ils lui appartenaient. Léa passe la tête par la porte de la cuisine. « Tu souriais toute seule ?» dit-elle. « C'est bon signe. »« Oui, » dit Claire. Et c'était vrai. Merci d'avoir écouté l'histoire de Claire jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus touché, si vous auriez fait les mêmes choix qu'elle, et n'hésitez pas à partager cette histoire si elle a résonné en vous. À très bientôt pour une prochaine histoire, prenez soin de vous.